La cage dorée. Une illusion de liberté. On nous le répète, nous sommes libres. Libres de choisir notre travail, nos loisirs, nos vies. Mais est-ce vraiment le cas? Ou sommes-nous prisonniers d'une cage dorée, une illusion de liberté soigneusement entretenue par une élite toute puissante? Regardons autour de nous. Nos vies sont rythmées par le travail, la consommation, les écrans. Nous courons après le temps, stressés, épuisés. Pendant ce temps, une minorité privilégiée semble vivre dans un monde parallèle, un monde d'abondance, de loisirs, de liberté. Comment expliquer ce contraste saisissant? La réponse est simple. L'élite, celle qui détient le pouvoir économique et politique, a tout intérêt à maintenir le statu quo. Nous sommes leurs esclaves modernes. Le temps, c'est de l'argent. Le leur, pas le nôtre. Le premier outil de domination de l'élite, c'est le temps. On nous impose un rythme effréné. Travail, transport, course, sommeil. Le temps libre devient un luxe. Un luxe que l'on s'accorde parfois, épuisé, devant nos écrans. Pendant ce temps, l'élite, elle, profite pleinement de son temps. Voyage, loisirs, art de vivre. Leur temps est un investissement. Il leur permet de se cultiver, de tisser des liens, de consolider leur pouvoir. Le message est clair, notre temps est une monnaie d'échange. Nous le vendons pour survivre. L'élite, elle, utilise son temps pour prospérer. Du pain et des jeux, distraction et domination. L'élite a compris une chose essentielle. Un peuple abruti est un peuple docile. Alors, on nous gave de distractions. Télévision, réseaux sociaux, jeux vidéo. Des occupations chronophages et addictives. Ces distractions ont un double objectif. Premièrement, elles nous empêchent de penser, de réfléchir à notre condition. Deuxièmement, elles génèrent des profits colossaux pour l'élite. Nous sommes pris au piège d'un cercle vicieux. Plus on consomme de distractions, moins on a de temps pour nous, pour réfléchir, pour agir. Et plus l'élite s'enrichit. Ils s'amusent. Nous travaillons. Un fossé abyssal. Le contraste entre la vie de l'élite et celle du peuple est saisissant. Pendant que certains peinent à joindre les deux bouts, d'autres s'offrent des yachts, des jets privés, des villas de rêve. Ceux qui travaillent en dur pour gagner leur vie sont méprisés, qualifiés de fainéants, s'ils osent réclamer une meilleure répartition des richesses. Pendant ce temps, l'élite, elle, ne paie souvent que très peu d'impôts, profitant de niches fiscales et de paradis fiscaux. Cette injustice flagrante est un scandale moral. Il est temps de dire stop à l'exploitation, à l'opulence indécente d'une minorité et à la misère grandissante du plus grand nombre. Section FIV. Le réveil des esclaves. Moderne. Reprendre le contrôle. Il est temps de nous réveiller, de prendre conscience de notre condition d'esclave moderne, de réaliser que nous avons le pouvoir de changer les choses. Le premier pas vers la libération, c'est la prise de conscience. Ouvrons les yeux sur le monde qui nous entoure. Informons-nous, échangeons, débattons. Ne laissons plus les médias mainstream dicter notre pensée. Il est temps de sortir de notre torpeur, de cesser d'être des consommateurs passifs. Reprenons le contrôle de nos vies, de notre temps, de notre avenir. Section 6. L'union fait la force. Ensemble, brisons nos chaînes. L'élite a compris une chose. Diviser pour mieux régner. On monte les pauvres contre les pauvres, les travailleurs contre les chômeurs. On attise les peurs, les rancœurs, les frustrations. Ne tombons pas dans le piège. Notre seul espoir réside dans l'union, la solidarité. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons faire plier l'élite, exiger une société plus juste, plus équitable. Syndicats, associations, collectifs citoyens. Mobilisons-nous. Organisons-nous. Faisons entendre notre voix. Le pouvoir appartient au peuple. Section 7. Vers un avenir plus juste. Un monde sans maître ni esclave.
un autre monde est possible. Un monde sans maître ni esclave. Un monde où le travail ne serait plus synonyme d'exploitation, mais d'épanouissement. Un monde où les richesses seraient réparties équitablement. Ce monde, nous devons le construire ensemble. En luttant contre les injustices, en promouvant la solidarité, en partageant les richesses, en inventant de nouveaux modèles de société. L'utopie d'aujourd'hui peut devenir la réalité de demain. Section 8. Agissez maintenant. Demain, il sera peut-être trop tard. Le temps presse. L'urgence sociale, économique et écologique est là. Chaque jour qui passe, l'élite accroît son emprise sur nos vies, sur notre planète. Ne restons pas les bras croisés. Chaque geste compte. Boycottons les produits des multinationales. Privilégions les circuits courts. Engageons-nous en politique. Informons notre entourage. Le futur de l'humanité est entre nos mains. Agissons maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Section NIN. Conclusion. L'espoir d'une vie meilleure. Le chemin sera long et difficile. Mais ne perdons pas espoir. L'histoire nous enseigne que les peuples opprimés finissent toujours par se soulever. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour nous, pour nos enfants, pour la planète. Un avenir de liberté, de justice et de fraternité. Dans la grande tapisserie de la vie, notre temps est tissé d'un équilibre délicat entre des activités essentielles. Nous dormons, nous travaillons et nous nous accordons de précieux moments personnels. Cette vidéo explore la relation complexe entre ces trois piliers, le sommeil, le travail et la vie personnelle, et leur profond impact sur notre bien-être général. Nous allons nous pencher sur le temps moyen alloué à chaque élément et examiner comment cette répartition influence notre bonheur. Nos routines quotidiennes s'articulent souvent autour d'un emploi du temps simple. On se réveille, on travaille et on se repose. Pourtant, derrière ce cadre apparemment simple, se cache un jeu complexe de facteurs qui déterminent la qualité de notre vie. Le temps que nous consacrons à chaque pilier peut influencer considérablement notre santé physique, notre bien-être mental et notre satisfaction générale. Comprendre cet équilibre fragile est essentiel pour mener une vie épanouissante. En reconnaissant l'importance de chaque élément et son influence sur notre bonheur, nous pouvons faire des choix conscients pour optimiser notre temps et cultiver une existence plus équilibrée et enrichissante. Le sommeil, pierre angulaire de notre santé physique et mentale, occupe généralement environ 8 heures de notre journée. Pendant ce temps, notre corps et notre esprit s'engagent dans un voyage réparateur, en réparant les tissus, en consolidant les souvenirs et en nous préparant pour la journée à venir. Le travail, moteur de nos moyens de subsistance, consomme souvent 8 heures supplémentaires, voire plus. Que nous nous engagions dans des activités intellectuelles, manuelles ou créatives, le travail nous procure un sentiment d'utilité, d'accomplissement et de stabilité financière. Il nous reste alors 8 heures, une précieuse fenêtre d'opportunité pour nos activités personnelles. C'est le temps que nous réservons pour nous-mêmes, nos proches et les activités qui nous apportent joie, détente et épanouissement. C'est pendant ces heures que nous nourrissons nos passions, pratiquons nos loisirs, entretenons nos liens avec nos amis et notre famille, et nous consacrons à notre développement personnel. Cependant, la réalité pour beaucoup est que la répartition de ces 8 heures est souvent biaisée. Les exigences professionnelles peuvent empiéter sur le temps personnel, ce qui entraîne des heures de travail plus longues et réduit le temps consacré aux loisirs et à la détente. À l'inverse, une importance excessive accordée au temps personnel peut parfois se faire au détriment des responsabilités professionnelles, ce qui peut entraîner des revers professionnels ou des difficultés financières. L'impact de cette répartition du temps sur notre bonheur est indéniable. Le manque de sommeil peut nous laisser épuisés, irritables et moins productifs, affectant notre humeur et notre bien-être général. De même, des heures de travail excessives peuvent entraîner un épuisement professionnel, du stress et une diminution du sentiment d'épanouissement personnel. D'un autre côté, un manque de temps pour les activités personnelles peut engendrer un sentiment de vide, d'ennui et un manque de but. Quand nous consacrons suffisamment de temps au sommeil, nous nous réveillons frais, énergiques et mieux armés pour affronter les défis de la journée. Cela influence positivement notre humeur, notre productivité et nos interactions avec les autres.
Une approche équilibrée du travail nous permet de trouver satisfaction et un but dans nos activités professionnelles sans sacrifier notre bien-être. Et lorsque nous accordons la priorité à notre temps personnel, nous créons un espace pour des activités qui nous apportent de la joie, réduisent le stress et favorisent un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Trouver le juste équilibre entre ces trois piliers est essentiel pour atteindre un bonheur durable. Il ne s'agit pas de suivre rigidement une règle des 8 heures pour chaque élément, mais plutôt de créer un rythme durable qui respecte nos besoins et nos aspirations individuelles. La flexibilité, la pleine conscience et la volonté de s'adapter sont essentielles pour naviguer dans les exigences en constante évolution de la vie et maintenir un équilibre harmonieux. Atteindre une vie plus équilibrée exige un effort conscient et une volonté de réévaluer nos priorités. Cela commence par fixer des limites entre le travail et le temps personnel, par exemple en établissant des horaires de travail spécifiques et en minimisant les distractions pendant les loisirs. Prioriser l'hygiène du sommeil en créant une routine relaxante avant le coucher et en assurant un environnement propice au sommeil est crucial pour se réveiller frais et dispo. Prendre du temps pour des activités qui nous apportent de la joie, que ce soit passer du temps dans la nature, s'adonner à des loisirs ou se connecter avec ses proches, n'est pas un luxe mais une nécessité pour notre bien-être. Apprendre à déléguer des tâches, au travail comme dans notre vie personnelle, peut libérer un temps précieux et réduire le sentiment d'être submergé. Enfin, pratiquer la pleine conscience et être pleinement présent à chaque instant nous permet de savourer nos expériences et de cultiver une appréciation plus profonde de la vie que nous menons. En faisant des choix conscients sur la façon dont nous utilisons notre temps et en adoptant des stratégies qui favorisent de l'équilibre, nous pouvons reprendre le contrôle de nos vies et créer une existence épanouissante qui respecte notre bien-être physique, mental et émotionnel. N'oubliez pas, la vie ne se résume pas à exister, il s'agit de vraiment vivre. On s'est perdu ou quoi? On vit une époque bizarre, une époque de contradictions. On a plus que jamais. Et pourtant, on dirait qu'on a moins d'humanité, moins de dignité, moins d'intégrité. On court après des moments de gloire et de reconnaissance éphémères. On a soif d'attention, même si ça veut dire sacrifier nos valeurs. On est devenu une société de clowns. On joue la comédie pour un public de millions. Mais qui rigole? Et à quel prix? Regardez autour de vous, ouvrez les yeux. Les preuves sont partout. Sur nos écrans de télé, où la télé-réalité récompense les comportements les plus scandaleux et outranciers. Sur les réseaux sociaux, où les gens présentent des versions soigneusement arrangées d'eux-mêmes, cachant leurs défauts et leurs insécurités derrière des filtres et des façades. Dans nos vies de tous les jours, où l'on voit des gens compromettre leur morale pour un instant de plaisir, un billet vite fait ou un bref moment de reconnaissance. On est bombardé de messages qui nous disent qu'on n'est pas assez mince, pas assez riche, pas assez célèbre. Alors, on vise un idéal impossible, sacrifiant notre authenticité et notre intégrité en cours de route. On se perd en chemin. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation, un appel au réveil, pour se regarder dans le miroir et se demander « Qu'est-ce qu'on est devenu ?» La réponse pourrait vous surprendre. Elle pourrait même vous effrayer. Mais c'est une question qu'on doit tous se poser si on veut retrouver le chemin de l'authenticité et du sens. Le chemin de la rédemption commence par reconnaître le problème. Il faut faire face à la vérité, aussi désagréable soit-elle. Le temps du déni est révolu. L'heure du changement est arrivée. On vit dans un monde de pression immense. Pression de réussir, de consommer, de se conformer. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que notre valeur se mesure à nos réussites, nos possessions et notre statut social. Faut rentrer dans le moule ou être mis au banc. C'est le message, subtil ou direct, qui résonne dans nos systèmes éducatifs, nos cercles sociaux et même nos propres familles. La pression de se conformer est impitoyable. Elle s'infiltre dans notre subconscient, façonnant nos désirs, nos aspirations et notre propre perception de soi. On a terriblement envie d'être accepté, d'appartenir à un groupe et de recevoir la validation qui vient avec le fait de faire partie du cercle des intimes. On craint la douleur du rejet, l'isolement d'être différent, le jugement de ceux qui nous entourent. Cette peur est un puissant facteur de motivation. Elle nous pousse à faire des choix qu'on ne ferait peut-être pas autrement. Des choix qui compromettent nos valeurs, trahissent notre intégrité et diminuent notre estime de soi.
On rit à des blagues qui ne sont pas drôles. On porte des vêtements qui nous mettent mal à l'aise. On se livre à des activités qu'on trouve insignifiantes. Tout ça pour s'intégrer. Mais le prix de la conformité est élevé. Elle ronge notre individualité, étouffe notre créativité et réduit au silence nos vraies voix. On devient de pâles copies de nous-mêmes. On a peur de se démarquer, peur d'être différent, peur d'être vraiment libre. Et dans cette peur, on perd de vue qui on est, ce en quoi on croit, et ce qui compte vraiment. Approchez, mesdames et messieurs, entrez dans le palais des glaces éblouissant et vertigineux des médias modernes. Un monde de miroirs aux alouettes, où la réalité est déformée et les rêves fabriqués de toutes pièces. Les médias, sous toutes leurs formes, jouent un rôle puissant pour façonner notre perception du monde et de nous-mêmes. Des pages glacées des magazines, au défilement sans fin des fils d'actualité des réseaux sociaux, on est bombardé d'images de perfection. Des mannequins retouchés, des vies parfaites et des récits soigneusement construits nous disent donc que le bonheur est une destination, accessible par l'acquisition de biens matériels, la perfection physique et le statut social. Mais c'est un mensonge, une illusion dangereuse qui nous laisse un sentiment d'insuffisance, d'envie et d'insatisfaction perpétuelle. On compare nos vies aux moments forts soigneusement sélectionnés des autres, en oubliant que derrière chaque image parfaite, il y a une histoire qu'on ne raconte pas. On poursuit une illusion pour se retrouver finalement perdu dans un labyrinthe de normes inaccessibles et de désirs fabriqués. Cette exposition constante à une réalité déformée a des conséquences dans le monde réel. Elle nourrit nos insécurités, normalise la superficialité et crée une culture de comparaison et de compétition. Elle nous désensibilise à la violence, à la souffrance et à l'injustice, tout en glorifiant le matérialisme, l'autopromotion et la poursuite d'une gloire éphémère. Il est temps de briser le miroir, de reconnaître le rôle des médias dans la perpétuation de ces discours néfastes et de reprendre notre pouvoir en tant que consommateurs avertis. On doit apprendre à voir à travers les artifices, à remettre en question les messages qu'on nous envoie et à définir le succès et le bonheur selon nos propres termes. L'argent. C'est le nerf de la guerre, c'est ce qu'on dit. Mais à quel prix ? Dans notre poursuite incessante de la richesse et des biens matériels, a-t-on sacrifié quelque chose de bien plus précieux ? Notre intégrité, nos valeurs, nos âmes même. On vit dans une société obsédée par la richesse matérielle, où le succès se mesure en euros et en centimes, et où notre valeur en tant qu'êtres humains est souvent assimilée à la taille de nos comptes bancaires. On est conditionné à croire que le bonheur s'achète, que le statut social peut être acquis et que la sécurité a un prix élevé. Cette soif insatiable de toujours plus, a conduit à une faillite morale. On le voit dans la cupidité des entreprises qui privilégient le profit aux personnes. On le voit dans la corruption politique qui sape la démocratie et érode la confiance du public. On le voit dans nos propres vies quand on fait des choix qui compromettent nos valeurs au profit d'un gain financier. La poursuite incessante de la richesse peut être une entreprise sans cœur. Elle peut endurcir les cœurs, briser les liens et nous laisser un sentiment de vide et d'insatisfaction. Elle peut nous transformer en esclaves de nos possessions, de nos désirs et de la quête sans fin du toujours plus. Nous sommes des êtres sociaux. Nous aimons croire en notre libre arbitre. Pourtant, face à l'autorité, nous nous transformons souvent en moutons dociles. Nous suivons le troupeau, même lorsque la direction semble absurde. Pourquoi ? La réponse est complexe, mêlant peur, confort et conditionnement social. Ce paradoxe est au cœur de notre société. Nous acceptons des règles sans les remettre en question. Nous tolérons des injustices par peur des représailles. Pire encore, nous fermons les yeux sur les souffrances des autres, nous disant que cela ne nous concerne pas. Mais est-ce vraiment le cas ? Regardons autour de nous. Des lois liberticides sont votées au nom de la sécurité. Des minorités sont stigmatisées, leurs droits bafoués. L'écart entre les riches et les pauvres se creuse, nourrissant la misère et la violence. Comment pouvons-nous rester passifs face à ces réalités ? Le problème n'est pas le manque d'informations. Grâce à Internet, nous avons accès à une quantité d'informations sans précédent. Nous sommes conscients des injustices, des abus de pouvoir, des dérives de notre société. Pourtant, le silence règne. Pourquoi ce silence assourdissant ? La peur est un facteur déterminant. Peur des représailles, peur de perdre son travail, peur d'être rejeté par son entourage. Le conformisme est rassurant,
l'opposition est fatigante et risquée. Le confort joue également un rôle majeur. Il est plus facile de fermer les yeux sur les injustices que de les combattre. Se révolter demande du courage, de l'énergie, du temps. Le confort, lui, est une drogue douce qui nous endort et nous rend complices. La peur est une émotion puissante. Elle peut nous paralyser et nous empêcher d'agir. Les régimes autoritaires l'ont bien compris. Ils utilisent la peur pour contrôler la population, pour museler les oppositions. Ne laissons pas la peur nous dicter notre conduite. N'oublions jamais que le courage est contagieux. Un acte de résistance, aussi petit soit-il, peut inspirer d'autres personnes à s'engager. Le confort est l'ennemi de la justice. Tant que nous sommes confortablement installés dans notre routine, nous sommes moins enclins à nous soucier des problèmes des autres. Le confort nous rend égoïstes et aveugles aux injustices. Il est temps de sortir de notre zone de confort et de nous engager pour un monde plus juste. Rester silencieux face à l'injustice, c'est devenir complice. C'est accepter que le monde dans lequel nous vivons soit injuste et inégalitaire. Chaque voix compte. Chaque geste de solidarité peut faire la différence. Ne sous-estimons pas le pouvoir de l'action collective. L'histoire nous a montré que le pouvoir attire les personnalités narcissiques, voire psychopathes. Ces individus sans scrupules n'hésitent pas à manipuler, exploiter et opprimer pour parvenir à leur fin. Il est de notre devoir de rester vigilants et de dénoncer les abus de pouvoir. Nous devons protéger nos institutions et nos libertés contre ceux qui cherchent à les démanteler. Un monde juste et équilibré n'est pas une utopie. C'est un objectif atteignable si nous sommes prêts à nous battre pour nos valeurs. Un monde où chacun a sa place, où les droits fondamentaux sont respectés, où la solidarité prime sur l'individualisme. Ce monde, nous pouvons le construire ensemble, en commençant par refuser le silence, en osant dire non à l'injustice, en nous engageant pour un avenir meilleur. Le temps de la passivité est révolu. Il est temps de nous lever et de faire entendre nos voix. Interrogeons les lois injustes, dénonçons les discriminations, luttons contre l'indifférence. N'ayons pas peur de nous battre pour nos valeurs. L'avenir de notre société en dépend. Ensemble, brisons le silence et construisons un monde plus juste et équitable pour tous. Les concepts du bien et du mal seront désormais redéfinis pour tout le monde pour les siècles à venir. 97% des gens confondent les systèmes sociétaux et la vie. Mais nos systèmes sociétaux ne sont qu'un système de vie, mais absolument pas la vie, avec un grand L et un grand V. Vous êtes encore dans l'ignorance des règles du jeu. Il apprendra. Est-ce que vous entendez ce que vous dites? Le temps où vous vous battiez pour défendre un soi-disant intérêt supérieur est révolu. Il faut être honnête, le système n'est pas fait pour que tu sois riche, heureux et riche, absolument pas. Il est conçu pour que tu sois toujours actif dans le système et que tu puisses bien le nourrir à la sueur de ton front. Vous allez faire comme ça pour déranger moi mon cerveau là. Celui qui n'a même pas une pièce dans sa poche. On lui dit, si tu cours, je te paie. Alors il court. Non, c'est pas mon truc. Si tu danses, je te paie. Alors il danse. Je me rends bien compte que le jeu n'est pas adapté à moi. S'il reçoit de l'argent, tu crois vraiment qu'il ne va pas le faire? Je suis qu'un pion, je suis comme les autres. Moi, je préfère rester au fond de ma grotte, plutôt que de danser pour de l'argent. Un point, c'est tout. Je ne connais pas d'autre forme de négociation. Vous devez choisir un camp. Moi, je suis dans le même camp depuis le début. N'essayez pas de m'arrêter. Chacun a un cerveau pour réfléchir. Un point, c'est tout. Je ne connais pas d'autre forme de négociation. Moi, c'est grâce à mon travail que je vis. Alors je ne ferai jamais des bêtises pareilles. Un point, c'est tout. Je ne connais pas d'autre forme de négociation. Jamais je ne trahirai la mémoire de mes ancêtres pour gagner ma vie. Un point, c'est tout. Je ne connais pas d'autre forme de négociation. Je ne le ferai jamais. Jamais. Bizarres sont parfois les êtres humains. Ils pensent toujours le contraire de ce qu'ils sont. Hein? Quoi? Ils sont pressés de grandir et aussitôt soupirent après leur enfance perdue.
Ils perdent la santé pour avoir de l'argent et aussitôt perdent leur argent pour retrouver la santé. Ils pensent avec tant d'anxiété à l'avenir qu'ils oublient de vivre le présent et ainsi ne vivent ni le présent ni l'avenir. Ça, c'est compliqué. Que dire? Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent parfois comme s'ils n'avaient jamais vécu. Vas-y. Ça nous décrit pareil. C'est exactement ça. C'est un mot très poétique et on revient à ce que tu disais, Camille, c'est de se contenter des fois d'être content de ce qu'on a. Dans la vie, il y a ce qu'on doit, ce qu'on veut et ce qu'on peut. Mais il se trouve que dans la réalité, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Vas-y. Mais à côté, quand on cherche, on trouvera toujours ce qu'on peut. On doit accepter ça. Et nous en servir comme les marches d'un escalier pour aller vers ce qu'on veut. Il ne faut jamais, au grand jamais, désespérer. Et il est interdit d'interdire d'espérer. Au fil des années, j'ai utilisé plusieurs outils. Mais il y en a deux que je considère comme les plus importants, qui ont le mieux fonctionné pour moi. Il s'agit de la culture du silence et de l'introspection. C'est aussi simple que ça. Tout au long de mon parcours, la vie elle-même a représenté un outil pour apprendre à me connaître. J'ai appris très tôt dans ma vie à voir les défis comme des opportunités d'évolution. Je me suis vraiment engagé à identifier et à comprendre le mécanisme de l'ego qui me faisait souffrir. C'est aussi simple que ça. Cela comprenait les défis concernant mes relations, ma vie amoureuse, le domaine professionnel ou la place que je tenais dans ce monde. J'ai été tourmenté par cela pendant longtemps. Je me demandais comment établir des relations saines, comment me rapprocher des autres sans être blessé ou sans les blesser. J'ai compris comment utiliser mes dons d'une manière constructive dans le monde. C'est aussi simple que ça. J'ai compris quelle était ma place dans ce monde. Mais je n'en ai pas eu conscience pendant longtemps. Et cela a été une source de grande angoisse pour moi. Je me demandais pourquoi me lever le matin, ce que je faisais là. Et ceci, combiné aux défis de la vie, la sexualité, l'argent, le travail, ouvrait des portes vers des enfers personnels. Je suis tombé dans les labyrinthes de l'esprit. Et j'ai ressenti beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Mais petit à petit, j'ai compris que c'était des occasions pour moi de mieux me connaître, de transformer ce poison en moi en nectar. J'ai compris que l'introspection et la culture du silence étaient les clés pour transformer ce poison en nectar. C'est aussi simple que ça. Ce sont des compétences très particulières. Je les ai acquises au cours d'une très longue carrière et elles feront de moi un véritable cauchemar pour vous. C'est moi qui reprends ma vie en main. Et vous, qu'est-ce que vous foutiez pendant ce temps-là? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.